Mais au fait, les bavures. Les pistolets que nous avons ont 2 sécurités. Déjà, bon, alors, il y a la première, et même quand la première est enclenchée, il reste toujours la 2e sécurité. Alors, vous voyez, il n'y a aucune... Oh merde, le caméraman. A fortiori, faudrait couper là. But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules. Bubble mice. Yeah. Salut les kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 18, épisode 12. Cette semaine, émission violence, représailles et coup de tatane. C'est un avertissement pour qui refuse, docilité et asservissement. Le remboursement d'une dette disproportionnée contractée par ce que l'on nomme forcené. Forcément assommé dans le ciment et comme sommet de subir son sort, son ressentiment. Enfin bref, il est 19h et comme disait Peter, c'est l'heure. Eh oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma Quel est mieux que les autres. Et donc vous l'aurez peut-être compris ce soir via cette citation d'une chanson de Cazet. Donc il sera question ce soir de violence à l'occasion de la sortie dans les salles de Dossier 137 de Dominique Moll. Ensuite, nous parlerons d'une ressortie en Blu-ray chez le Chat qui fume de Justice en sommation, a.k.a. She Shoots Straight de Corey Yuen. Mais avant ça, Margot nous parlera de On Falling, premier long métrage de Laura Carrera, sorti dans les salles françaises le mois dernier. Et pour parler de ce jeu programme autour de cette table, il y a bien évidemment la fine fleur de la critique du Grand Ouest à ma gauche, toujours à ma gauche, il y a carrément Fleuret. Bonsoir Thibaut. Salut Thomas, salut à toutes et à tous. Il y a également le docteur Erwan. Bonsoir docteur. Bonsoir. Il y a également Simon l'Ancien. Bonsoir Simon. Bonsoir. Et à la maison de cette émission, il y a Margot. Bonsoir Margot. Bonsoir. Donc voilà, ce sont les forces en présence. Avant de passer à la section critique de cette émission, quelques nouvelles neuves de tête de ligne. De la merde. De la merde. De la merde. De la merde. De la merde de la merde. Ah, oh, ça oui, c'est du bon travail. Donc, agenda local pour commencer. Nous vous rappelons que le prochain film du dimanche soir sera le dimanche 7 décembre et pas le 6 comme annoncé la semaine dernière parce que le 6 est donc un samedi. Mais donc le 7 décembre avec Master and Commander de Peter Weir. Voilà, ça va être super. Autrement, la semaine prochaine, mardi prochain, à Cinémaniacs, donc au Diapason sur le campus de Rennes, ce sera Priscilla, folle du désert de Stephen Elliott, que je n'ai jamais vu. Ah, très bon film, c'est bien. Ouais, c'est très bien. Terence Stamp, Guy Pearce et Hugo Weaving. Donc, Australie. Donc voilà, un petit trio d'acteurs australiens qui va bien. Vous ne pas parler quand je parle, s'il vous plaît. Sinon, demain, au tambour, donc séance écran variable à l'Est du Nouveau, avec à 18h15 La Passagère de Andrzej Vajda. J'arrive pas à me relire. Ouais, moi je suis Andrzej Mak. Mon polonais. Attends, là, tu parles de La Passagère, c'est de Munch. Oui. Hein Munch, voilà, c'est ça, Andrzej Munch. Et à 20h45, Nous étions jeunes de Binka Jeliaskova. Oui, ouais, cinéaste bulgare. Ouais, mais tu te lances dans des trucs aussi là. C'est pas moi qui fais la programmation du ouais, mais on n'en parle pas, c'est pas grave. Ils se débrouilleront sans nous. Ils ont qu'à faire des trucs américains avec des trucs faciles à retenir. Voilà, merde quoi. John Ford par exemple. Michael Bay, ça c'est simple à retenir. Ouais, d'accord, et c'est déjà du patrimoine pour certains films. Mais j'ai pas vu le second, mais le premier c'est un film vraiment extraordinaire, malheureusement inachevé, puisque Munch est mort pendant le tournage lors d'un accident de voiture. Donc le film fait une heure, il a été un peu recomposé par ceux qui ont pris la suite. Pour autant, ce qu'il a tourné, c'est d'une très grande force. Donc c'est une relation entre une gardienne à Auschwitz et puis une prisonnière. Donc c'est un film vraiment très poignant. Très bien, merci. Une franche comédie, j'imagine. Ah oui, non mais vu le sujet, c'est sûr que... Voilà, non mais c'est une proposition vraiment très très marquante. Et malheureusement, Munch ne fera plus de films ensuite. Mais attention, dilemme, parce que demain, également à Rennes, à 20h15, il y aura The Killer de John Woo, donc qui passera dans sa copie restaurée, et qui, en plus, sera présenté par nul autre que Simon Danielou, ici présent. Oui, avec grand plaisir, accompagner la ressortie de ce film, qui fait partie de cette flopée de films enfin acquise par Shout Factory, qui a racheté les droits de diffusion à la Golden Princess, qui était un peu bloquée pendant des décennies. Donc nous pourrons enfin le revoir en salle, et la copie a l'air magnifique. Oui. Donc
c'est une belle occasion de reparler de ce jalon de l'histoire du cinéma hongkongais. Exactement, donc demain à l'Arvor à 20h15. Autrement, toujours à l'Arvor, c'est ce samedi le 29, ça sera un film de Mamoru Oshii, donc le réalisateur de Ghost in the Shell, L'œuvre de l'ange. Ouais, ça a l'air curieux, ça. Moi j'ai jamais vu celui-là. Ah oui, oui c'est un film un peu plombant, mais c'est très étonnant. Son Mamoru Oshii, l'humour, enfin la fantaisie, ça a pas l'air d'être trop son... Mais oui, il mêle, c'est très syncrétique, quoi. Il mêle beaucoup d'inspiration occidentale, probablement aussi japonaise, mais oui, je crois que ça avait pas été un succès à l'époque. Je peux m'avancer un peu. C'est un de ses premiers films, non? Oui, mais ça vaut le coup à découvrir, je pense, sur grand écran. Très bien. Il y a un travail sur les architectures gothiques. Oui, j'ai vu dans la bande-annonce, ça a l'air assez costaud là-dessus. Et autrement, ce dimanche, donc double programme avec Art of Darkness suivi de Apocalypse Now, donc le film de Eleanor Coppola et en plus celui de Francis Ford. Donc voilà, ça va être pas tout mal. Parce que présenté d'ailleurs par Romain Mullard, donc notre camarade Romain Mullard, qui présentera aussi 2 autres films de Coppola au TNB, Tucker et Conversations secrètes la semaine prochaine, si je ne m'abuse. Parce que notre ami Romain avait travaillé, si mes souvenirs sont bons, sur Walter. Il va Marsh, rencontrer Walter, il le tutoie, tu vois, c'est un peu son buddy. Donc voilà, sinon niveau sortie nationale, il y a Zootopie 2, la suite de Zootopie des studios Disney. Qui était pas trop mal. Ouais, qui était pas mal. Moi j'avais vu que j'avais trouvé pas mal. Je crois que j'ai pas vu un Disney depuis La Princesse et la Grenouille, donc je suis un peu mal placé pour juger de la qualité. Celui-là est plutôt pas mal. Des dessins animés de Disney. Plutôt pas mal. Autrement, il y a le nouveau long métrage de Rebecca Zlotowski avec Jodie Foster, Vie privée. Voilà, ce qui permet à Jodie Foster de jouer en français. Et de croiser, je ne sais plus quel acteur. Virginie Efira, Melville Poupeau probablement, ou Vincent Lacoste. Oui, c'est ça, il y a Vincent Lacoste. Vincent Lacoste qui peut dire, ouais, ok, non, ça y est, c'est bon, maintenant j'ai joué avec Jodie Foster. Tu vois un peu les familles de cinéma, tu sais qui joue avec quoi, tu vois. Ça va être le côté Justine Triet, Rebecca Zlotowski, tu vois, ça va être Vincent Lacoste. Autrement, il y a le nouveau film de ce gros nul de Yorgos Lanthimos, Bugonia, qui a encore pris en otage la pauvre Emma Stone pour faire une de ses panouilles en grand angle. Remake d'un film sud-coréen. Oui, de Save the Green Planet. Vous aimez bien Lanthimos, Simon? J'ai pas d'avis tranché, j'ai dû voir un seul film, donc je me réserve. C'est déjà trop. Sinon, il y a un documentaire de Guillaume Ribot qui sort en salle et qui est également sur Arte, Je n'avais que le néant, donc documentaire sur la fabrication du Shoah réalisé par Claude Lanzmann. Voilà, un documentaire probablement passionnant, mais pas très fun. Mais bon, si vous voulez un peu de fun et de rêve, sort aussi en salle demain le concert de Noël 2025 d'André Rieu. Qui est toujours vivant. Toujours bon pied, bon oeil. Pleine forme, quoi. Ton petit concert de Noël tous les ans. Donc voilà pour vous, les mélomanes. Merci. Nous allons passer à la section critique de cette émission. On va écouter une petite chanson pour les... En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était Homefront avec For the Children, Fuck All, extrait donc de leur dernier album Watch It Die, sorti il y a une dizaine de jours. Et donc nous allons parler dès à présent de Unfalling de Laura Carrà, qui est sorti dans les salles françaises il y a quelques semaines. Donc c'est un premier long métrage qui met en scène donc Johanna Santos, immigrée portugaise qui habite en Écosse et qui travaille dans un genre de grand magasin à la Amazon, donc film à caractère social qui a déjà été un peu comparé au moment de sa sortie à un film de Ken Loach. Mais qu'en est-il exactement, Margot? En fait, j'ai été agréablement surprise parce que j'avais vu la bande-annonce et j'étais assez méfiante parce que je me suis dit, on compare ça à du Ken Loach. Mais ça se trouve, ça va être nettement moins bien. Moi, j'ai peur surtout des films sociaux qui sont très tire-larme, on va dire ça comme ça. Et en fait, le film ne l'est pas du tout. Je trouve qu'il est très juste, il est très détaillé, il n'en fait pas des caisses et en même temps, il montre ce qu'il faut, je trouve. C'est un film avec beaucoup de détails, qui est très lent. On est beaucoup avec elle, en fait, avec le personnage principal. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit comment elle travaille et on voit aussi ce que ça donne que de travailler dans un entrepôt pour faire des colis, de faire un travail qui est ennuyeux et fatigant à la fois. Et en plus de ça, de ne pas avoir
d'à côté, on va dire, entre guillemets, qui permettent de se libérer du travail. Il n'y a pas tout le côté vie intime, familiale, amoureuse. C'est ça, il n'y a pas ce côté je sors avec mes copains, je fais la fête et je me vide pendant tout le week-end et après je retourne au travail. Qui en plus, généralement, dans les films sociaux, a tendance à être un peu plombant de rajouter le côté intime où finalement ça n'a pas grand-chose à voir avec son sujet. Là, on reste vraiment dans le cadre et le monde du travail. C'est ça, tout à fait. On est vraiment là-dedans à 100%. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte 2 fois plus à quel point ça peut être vraiment usant de faire ce genre de travail et surtout que tout ce qui ne va pas et tout ce qui n'est pas normal. Moi, il y a vraiment plusieurs choses qui m'ont assez frappée dans ce film. C'est que on voit à quel point elle n'arrive pas à finir ses fins de mois. Et en fait, à chaque fois, c'est montré de manière très subtile. On y va très progressivement. Il ne va pas y avoir de dialogue lourd où elle va dire qu'elle n'arrive pas à manger. C'est vraiment, tout est montré, en fait. On a vraiment, au début du film, des scènes où elle mange. Et moi, j'étais assez surprise de ça. Je me suis dit, tiens, quand même, il y en a beaucoup. Et en fait, petit à petit, on voit que plus le mois avance, plus elle n'arrive pas à manger à sa faim. Et en fait, elle arrive à en venir à voler soit des collègues à elle. Enfin bref, elle s'en sort pas. Tout ça pour une bête histoire de téléphone qui est cassé, qui lui a coûté un bras. Et en fait, c'est là que ça en devient presque ridicule. C'est qu'on nous montre vraiment un monde du travail où travailler ne suffit plus à subvenir à ses besoins. C'est-à-dire que même quelque chose de très primaire, tel que manger et se loger, et ben en fait, elle galère et elle s'en sort pas. Et j'ai trouvé que c'était un point de vue qui était assez intéressant et qu'on montre pas forcément. On peut montrer parfois la pénibilité du travail, des boulots qui sont... Des tâches répétitives, bosser à la ligne. Voilà, c'est ça. Donc là, on est là-dedans, mais en plus de ça, on montre à quel point c'est inadmissible. On a aussi, évidemment, le N+1 qui se prend pas pour de la merde, entre guillemets, et qui... petit chef, quoi. Le petit chef qu'on a envie de taper tout le long du film et qui, à un moment, il la convoque dans son bureau et en fait, on ne sait pas trop ce qui se passe. Elle est un peu inquiète, on est un peu inquiet pour elle et en fait, il lui dit « Ah, bah en fait, on voulait vous féliciter parce que vous êtes une de nos meilleures employées. Tenez, vous avez droit à un chocolat. » Donc vraiment, on est dans des choses comme ça très, très ridicules et très brutes et... oui, je trouve que c'est vraiment ce qui fait la force de film, tout en étant sobre en fait. Sans tomber dans le pathos. Sans tomber dans le pathos, exactement. Moi, c'est vraiment ce qui me faisait peur et je trouve que ce film est assez intéressant là-dessus. Pareil, on est dans un montage qui est assez sobre, on va dire, avec très peu de... Enfin, on n'est pas dans des mouvements de caméra qui vont dans tous les sens, on n'est pas dans de la musique qui va venir plomber chaque scène pour accentuer le moment. On est dans quelque chose au contraire de très sobre, de très froid. On a vraiment une surdominance du bleu, donc qui rend le truc encore plus... En fait, on est littéralement enfermé dans ces entrepôts avec elle. Il y a des rares moments où on est à l'extérieur, c'est des scènes de nuit. Donc en fait, la lumière, on la voit presque pas. Moi, c'est un peu plombant quand même dans ce sens-là, mais ça reste assez réaliste. Et en plus de ça, ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est qu'il n'y a pas d'espoir à la fin du film. Il y en a un tout petit peu, très légèrement, mais on va pas être dans ce truc de « regarder, ça va pas, mais ça va aller ». Bah non, en fait, ça va pas et ça n'ira forcément pas mieux après. Et donc, je trouve que c'est assez intéressant parce que c'est aussi prendre conscience des réalités actuelles qu'on vit ou en 2025, parce que ça se passe à Édimbourg, mais c'est à peu près la même chose en France. On est quand même assez nombreux à avoir des boulots qui ne nous permettent pas de vivre correctement et pour lesquels il n'y a pas cet échappatoire-là. Et en fait, j'ai trouvé ça, même si certaines personnes peuvent parfois être un peu gênées de ça, parce que quand même, on sort du cinéma, bah voilà, c'est un peu lourd. Mais en fait, c'est des réalités qui sont là et qu'il faut, je pense, qu'il faut représenter à l'écran, en fait. Donc, voilà. Très bien, merci beaucoup Margot. Donc, c'est Unfalling de Laura Carrera, actuellement dans les salles, mais en tout cas, plus à Rennes. En tout cas, c'était encore dans les salles. On va passer à toute autre chose. Bientôt sur Arte Replay, quoi. Bientôt, probablement. Probablement bientôt sur Arte Replay. Exactement. On va pas passer tout à fait à toute autre chose. On va rester dans la misère et dans la violence, mais cette fois, la violence de la police avec des ripoux. Mais qu'est-ce qu'il te prend? Il va croire qu'on protège plus. On a les bœufs carottes au cul. L'IGS, Inspection Générale des Services, la police des polices, nous surveille. Pourquoi on dit bœuf carotte? Parce que quand ils t'attrapent, ils te laissent mitonner à petit feu. Va falloir la jouer fine.
Vous êtes toujours dans En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était un extrait des Ripoux de Claude Zidi, car de ripoux et de gens qui sont visés par une enquête de la police des polices. C'est le cas, c'est le sujet de dossier 137 de Dominique Moll, 3 ans après le succès de La Nuit du 12, sa palanquée de César et son bon succès public. Donc Dominique Moll continue à un peu essayer de ausculter les travers de la société contemporaine, et en tout cas de ses rouages et de ses mécanismes de pouvoir, et notamment de sa mécanique policière, qui donc s'inspire de plusieurs véritables affaires qui ont eu lieu dans le cadre des manifestations des Gilets jaunes à la fin de l'année 2018 et le début de l'année 2019. Et là, ça suit en l'occurrence Stéphanie, donc incarnée par Léa Drucker, qui joue donc une inspectrice de l'IGPS, l'inspection générale de la police. l'IGPN, pardon, voilà, de la police nationale, donc qui va enquêter sur un jeune homme qui aurait été à qui on aurait tiré dans la tête à coups de flashball, enfin de LBD, de lanceur de balles de défense. Et donc elle va mener sa petite enquête pour essayer de recouper les différentes informations entre les témoins, les membres de la famille de la victime, et aussi les différentes factions policières qui étaient là dans le cadre de maintien de l'ordre, entre guillemets. Donc Dominique Moll, on le connaît comme un cinéaste avec un style un peu froid, un petit peu méthodique, et ce qu'il avait déjà essayé de mettre en branle dans La Nuit du 12, c'était ses mécaniques policières, ses mécaniques d'investigation. Et dans ce film-là, il s'intéresse finalement plus au rouage de la mécanique policière et de l'inspection donc de la police nationale, plutôt qu'aux individus, malgré quelques petits pas de côté justement sur un versant intime, on va dire, de la vie familiale du perso de Léa Drucker, qui m'intéresse moins, mais sur toute la mécanique des rouages et de l'utilisation des images, des témoignages, et en fait de la parole et du mensonge. Et je trouve que c'est là qu'il est le plus intéressant, d'autant qu'il a une mise en scène qui pour le coup s'accorde vraiment, on va dire, à son sujet froid. Simon, vous avez vu le film de Monsieur Moll? Oui, si je dois reconnaître que le film est une relative déception après La Nuit du 12, il est néanmoins intéressant à plus d'un titre, et notamment, premièrement, pour ce que tu viens d'expliquer, je trouve qu'effectivement, notamment dans sa première partie, il y a un côté procédurier qui en passe par l'usage de la voix off, où on entend les formules typiques de ce type d'enquête et des différents messages, emails et messages officiels adressés entre services ou entre la police et les pompiers, etc., pour mener l'enquête. Et cette répétition qui, avec un vocabulaire qui nous est en partie étranger, je pense fait son petit effet pour montrer comment les choses sont à la fois cadrées, cherche à être cadré dans le cadre d'une enquête, et puis en fait il y a toujours quelque chose qui échappe, il y a de l'humain qui va échapper, qui va se glisser entre les mailles du filet. Mais ça, c'est assez réussi. C'était déjà assez présent dans La Nuit du 12, mais ici c'est un peu plus étendu, notamment sur la première partie du film, systématisé. J'aime beaucoup aussi ce qui est toujours extrêmement risqué au cinéma, je trouve. J'aime beaucoup la reconstitution, la création de fausses archives, l'utilisation d'images qui sont censées être des archives de téléphones portables, de caméras de surveillance, d'événements qui ont trait à l'enquête. Ça ne sonne pas faux. Au-delà du fait qu'il y a aussi des photographies des véritables manifestations des Gilets jaunes, mais finalement seulement au début. Au début, à la fin du film. Peut-être à la fin. Mais oui, c'est vrai. Juste. Mais sinon, je trouve que ça fonctionne bien. Et les Américains, ils savent faire, mais nous, pas trop. Et je trouve qu'ils s'en sortent plutôt pas mal, tout en étant sobre. Il y a pas c'est pas démonstratif non plus, c'est pas spectacularisant, mais il intègre bien cette question de l'image, l'image source, le remploi d'images exogènes. Et puis, un troisième point fort, c'est la direction d'acteurs. Il y a comme souvent chez Dominique Moll, une direction d'acteurs très tenue, on croit aux personnages, qu'ils soient de passage en tant que second rôle ou bien sûr plus centraux. Là où ma déception se fait sentir, c'est que déjà j'ai mis un temps certain, presque jusqu'à un quasi monologue, c'est pas vraiment un monologue, mais presque un monologue final de Léa Drucker face à sa supérieure hiérarchique, dans une convocation au bureau, où elle explique tout l'enjeu, et on comprend que c'est l'enjeu du film, que c'est la question du biais avec lequel on aborde les choses, comment en fait on ne peut pas être neutre face à un sujet dans le cas de cette enquêtrice qui enquête en fait sur ses collègues, mais qui est touchée par le fait que la victime vient de son milieu, de sa vie natale, etc. Et donc elle va expliciter que elle met en mots ce qui est le projet du film, parce que Dominique Moll, il en parle en interview, c'est cette question du biais que l'on a quand on aborde un sujet.
Et j'ai trouvé qu'il fallait qu'elle l'explicite, même si c'est bien explicité et bien joué par Léa Drucker, pour que je saisisse vraiment l'enjeu, même si j'aime bien cet enjeu qui consiste un peu, qu'on pourrait résumer dans une phrase que j'emprunte à un film de Friedkin, que je cite souvent, dans Le Convoi de la peur, au début. La femme de Bruno Kremer lui dit on n'est jamais une chose et rien d'autre. Oui. Et là, c'est ce que dit Léa Drucker, c'est que je suis à la fois flic, et on me dit pas que là c'est un biais quand j'enquête sur des flics, mais je suis aussi proche de cette famille d'une certaine façon. Et là on me dit que c'est un biais, mais je suis aussi mère de famille, je suis aussi une bonne copine. Je suis tout ça à la fois. Comment on fait pour tenir tout ça ? Comment on fait pour vivre en société, sachant que chacun est tiraillé dans plusieurs choses ? Je trouve le sujet intéressant, mais j'ai pas trouvé que c'était si efficacement traité. Finalement c'était assez laborieux. Et en plus de ça, je m'arrête ensuite, mais je trouve que c'est un peu contradictoire par rapport à la faiblesse, il me semble, du film. C'est que là où Léa Drucker, on a le temps d'apprivoiser toutes ses facettes, les personnages qui l'entourent et qui nous permettent de saisir ces facettes, eux, ils sont un peu monocornes, en fait. Ils sont un peu sur leur chacun fonction, dans leur rôle ou dans leur fonction. Leur fonction narrative, avec le personnage de la témoin, notamment, cette femme de chambre témoin, la mère de la victime, sa mère à elle. Et ce sont des beaux portraits, mais assez utilitaristes pour servir le scénario, qui du coup est une mécanique qu'on voit un peu venir. Et je m'attendais à ce que ce soit un moment transcendé un peu plus par la mise en scène, qui était plus forte, qui m'a semblé, dans La Nuit du 12. Bon, il y a des scènes qui m'ont franchement marqué dans La Nuit du 12. La scène de caméra de surveillance sur la tombe, la scène avec certains coupables potentiels qui sont très glaçants dans leur comportement, qu'on retrouve un petit peu chez les interrogatoires des flics ici, mais je trouve que ça ne décollait pas autant que dans La Nuit du 12. Donc, voilà, je suis un peu sur ma réserve. Je pense que Dominique Moll, ça reste un cinéaste vraiment très sérieux dans son apport, dans son approche. Mais ici, ça a un petit peu étouffé la potentialité d'un tel sujet sur l'actualité politique récente, en fait. Oui, effectivement, parce que moi, c'est un truc aussi qui m'a marqué, c'est donc on va dire qu'il essaye un peu de ménager la chèvre et le chou entre le portrait des flics et le portrait des victimes sur la question de la police, parce que c'est pas du tout un film accable, on va dire, mais il y a quand même une des questions, je trouve, qu'il n'interroge pas assez, c'est-à-dire que les flics ont beau se justifier, les victimes ont beau porter leur discours, en fait, il y a quand même cette question sur les flics et comment est-ce que les différentes sections sont utilisées dans le cadre du dit maintien de l'ordre, c'est le oui, mais quand même. C'est-à-dire qu'effectivement, ils tirent sur des gens parce qu'on leur dit que la République est en danger, sauf que normalement, c'est pas la mission des flics. La mission des flics, c'est pas de tirer sur des manifestants ou de dézinguer des gars, c'est de protéger potentiellement, mais pas en dézinguant des gars. Je trouve que cette question morale-là, en fait... Sauf la BRI, justement. Oui. Qui, elle, est employée, justement, où les moyens de la BRI sont détournés, puisque c'est des gens qui se battent contre le grand banditisme et le terrorisme. Et en fait, leur mission, qui, eux, effectivement, sont des missions d'interception, de combat, hein, véritablement, et de conflit, sont détournées pour se retourner contre les citoyens. Donc c'est le fait que ça soit des flics de la BRI, je pense que c'est là aussi ça où justifie disons que ça justifie pas, ça explique comment est-ce que cette violence-là peut survenir dans des manifestations aussi. C'est pas tellement finalement le caractère insurrectionnel des choses, c'est qu'en fait insurrectionnel, c'est qu'on met en face des manifestants qu'on juge comme des émeutiers, que le pouvoir juge comme des émeutiers, des gens qui sont non pas des spécialistes du maintien de l'ordre, mais des gens qui sont des spécialistes du terrorisme. Et qu'évidemment, le rapport à la violence, il n'est pas tout à fait pareil quand vous poursuivez des terroristes ou du grand banditisme que quand vous vous retrouvez face à des gilets jaunes, quoi. Quand tu courses des gamins, c'est pas tout à fait le même tabac, quoi. Donc je pense que le fait d'avoir choisi des flics de la BRI et pas du flic de base, qui se retrouvent ou du CRS. Voilà, exactement. Et ça permet d'expliquer pourquoi est-ce qu'ils ont leur justification aussi. C'est-à-dire que eux, ils ont été formés à ça. Et on leur dit pas, eux, ils pensent pas, c'est des citoyens, en fait. On leur dit, c'est des ennemis. Enfin, ce sont des ennemis. Ce sont des émeutiers. C'est des gens qui menacent la République, ce qui est quand même vachement fort de dire de citoyens français, vous menacez la République, donc vous méritez d'être réprimés, comme on réprime des ennemis extérieurs, finalement. Mais t'as beau être flic et être membre de la BRI, t'es quand même flic avant tout. Et normalement, tu peux adapter ta position à ton adversaire, entre guillemets. Ouais, mais c'est ce qu'on lui reproche aussi d'ailleurs. Oui. À Drucker, on lui dit, ouais, toi t'es flic, sauf que t'es flic qui enquête sur les collègues, donc finalement tu nous plombes et tu nous empêches de faire notre travail. Donc finalement l'argument est réversible aussi, quoi, dans le film, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement elle est dans une position qui est difficilement tenable, parce qu'en fait l'idée même que la police puisse y avoir un contrôle
sur l'action de la police, c'est déjà une anormalité pour la police en fait. Et c'est là que moi je trouve où le film, même si je trouve qu'il reste un petit peu au milieu du gué, je trouve est quand même assez intéressant, c'est de montrer aussi l'omerta en fait, quoi. C'est-à-dire comment est-ce que la police fonctionne comme un... En fait, c'est des gens qui sont la BRI, c'est des gens qui sont censés lutter contre le grand banditisme et qui dans leur comportement quotidien de policiers ont tendance à se serrer les coudes et à finalement fonctionner comme un clan. Et avec des méthodes qui sont un gang, avec des méthodes de négation, avec des méthodes de déni du réel qui finalement sont pas si éloignés que ça des types qui le combattent et qui le poursuivent, quoi. Simon. D'ailleurs, en termes de direction d'acteur, il y a quelque chose qui est très bien géré ici, c'est ce moment central dans le film, dans tous les sens du terme, où elle finit par faire... Elle est à 2 doigts de faire cracher le morceau aux 2 principaux responsables, et même s'ils continuent de mentir, on les voit quand même se décomposer comme des petits enfants attrapés après avoir fait une bêtise. Et ça, mais c'est très subtil, hein, ça se passe vraiment derrière le regard, mais on voit bien qu'ils se décomposent. Et puis après, il y a le contraste. Par un truc corporel, en fait, plus que de visage. Aussi, et en plus de ça, en fait, très rapidement ensuite, grâce au poids des syndicats de police, ils vont ressortir de garde à vue rapidement. Et là, ils bombent le torse. On sent bien qu'ils ont cette fierté de corps, de groupe. Et puis de l'impunité, le sentiment d'impunité qui ressort. Et donc le contraste est très intéressant. Elle les a poussés dans le retranchement. Et là, ils étaient des individus responsables face à leurs actes, et puis d'un coup on voit l'effet aussi l'effet de masse, du soutien qu'ils ont par ailleurs et qui leur permet de changer complètement d'attitude, mais tout en restant assez subtil, hein, c'est pas surligné. Oui, d'autant plus cette révélation passe à la fois par une quête des témoignages, mais par une parole qui est régulièrement corrompue parce que les flics mentent, parce qu'ils se protègent, soit ils mentent par omission, soit c'est du bullshit au total. Mais justement, il y a cette quête des différentes images, que ce soit les caméras de surveillance de la préfecture de Paris, des hôtels privés, des images qui sont prises par des manifestants, peut-être même des caméras des flics, et c'est en fait de reconstituer un genre de puzzle sur une petite zone de Paris pour essayer de reconnaître qui est qui et à quel moment, et quelle image va essayer de faire ressortir, si ce n'est la vérité, en tout cas une des vérités possibles de cette action-là. Mais de ce point de vue-là, il y a des trucs, moi j'ai pensé à certains moments, même si c'est évidemment très léger dans le film, mais je trouve qu'il y a un côté, à certains moments, en fait, j'ai une espèce de vague sentiment de blowout, c'est-à-dire l'idée de cette espèce de... Le réel est là. Il est là dans le matériel technique, en fait. Il est là il est là sous la forme technique. Et malgré que le réel soit là, en fait, tout le monde fait comme si le réel n'existait pas. Et donc là, j'ai trouvé qu'il y avait un propos assez intéressant justement sur la question de ce rapport à la vérité, c'est-à-dire que les images ne suffisent plus parce qu'en fait, en face, il y a des vérités idéologiques qui sont inamovibles. Qui sont plus fortes que le réel. C'est-à-dire qu'on a beau avoir des images, on a beau avoir des plans de ville avec où on peut retracer presque pas par pas et en fait là aussi ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que c'est assez flippant d'ailleurs, hein, ce que ça nous rappelle, c'est-à-dire comment est-ce que finalement on peut être traçable, à n'importe quel moment de notre existence. La scène dans l'hôtel par exemple, où tu vas dans une chambre d'hôtel, tu prends ta chambre d'hôtel, tu fais ta nuit, tu t'en vas. Toi tu penses qu'on va t'oublier, mais en fait si on cherche à savoir si tu as été là, on peut savoir si tu as été là à telle heure, on peut savoir quand tu as badgé. Donc ta vie privée en fait disparaît sous l'impératif du contrôle policier. Et là, comme le contrôle policier s'inverse et qu'en fait les armes du contrôle policier deviennent des armes contre les policiers eux-mêmes, leur réaction est d'autant plus violente quelque part, parce qu'en fait on dirait que les personnages de flics ne pensent jamais une seule seconde qu'un jour ça va s'appliquer à eux. En fait, ils pensent toujours que ça s'applique à ce qu'ils appellent les voyous, les délinquants, voire les citoyens en fait, hein. C'est-à-dire que la surveillance c'est pour les autres. Et eux s'abstiennent de la surveillance parce que ce sont des représentants de l'ordre. Donc il ne faut pas les surveiller, il ne faut pas les contrôler, il ne faut pas les mettre face à leurs responsabilités. Et de ce point de vue-là, c'est assez aigre, hein. Le constat est quand même assez, je trouve, assez amer en fait, hein. L'idée qu'il y a une injustice fondamentale dans le fait que ceux qui sont chargés de contrôler refusent eux-mêmes d'être contrôlés. Et on en revient à la célèbre... Watch the Watchmen. Et bien exactement, on en revient à la fameuse BD la fameuse BD d'Alan Moore, qui nous protège de nos gardiens, quoi. Et je trouve que c'est assez... je trouve que là, il y a des choses... En fait, c'est marrant parce que moi, le film... Alors moi, le reproche que je ferais au film, c'est que j'ai trouvé, comme un peu dans La Nuit du 12, j'ai trouvé qu'il y a certains passages qui sont un peu trop écrits.
Et on sent bien qu'il essaye de s'adresser à des gens qui ne sont pas convaincus par cette idée de didactique que pamphlétaire, si tu veux. Ouais, parce que c'est-à-dire que quand t'es pas, comment dire, la question de la violence policière est une question qui se pose de manière assez logique vu les preuves concrètes qu'on peut avoir. C'est-à-dire que quand t'es pas David Dufresne, ça donne... non, mais disons que on dirait parfois, il y a parfois un moment, on a l'impression que c'est un film pour Laurent Nunez, quoi. C'est-à-dire c'est un film pour le ministre de l'Intérieur. C'est-à-dire un mec qui ne dira jamais il y a des violences policières parce qu'il peut pas le dire en fait, parce que s'il le dit, ça veut dire qu'il y a un problème. Et donc ça veut dire qu'il va falloir résoudre ce problème. Alors que s'il n'y a pas de violence policière, il n'y a pas de remise en cause de l'action de la police. Et d'ailleurs, moi j'ai regardé au générique de fin parce que je me suis dit, je vais attendre les remerciements pour voir est-ce qu'ils remercient la préfecture de police de Paris, le ministère de l'Intérieur. Il n'y a rien. Il n'y a pas une indication. Donc ça veut dire que c'est un film qui s'est fait sans aucune aide de la part de la police. En tout cas, moi j'ai pas vu en passant au générique. Au niveau de quand même, il avait pu obtenir des bêtises immergées parce que il pensait que c'était relativement inaccessible, enfin franchement inaccessible. Il a un peu tenté le coup parce que après la nuit du 12, il a pas eu ses entrées, mais il s'attendait pas à la réponse que ça a été. Et finalement, ça a été assez facile en fait. Ouais. Mais par contre, le ministère de l'Intérieur, tout ça, c'est pas du tout. Enfin, ils sont pas mis en gros. S'ils sont remerciés, ils sont pas remerciés en gros, en tout cas, hein, visiblement. Et je pense que c'est un film qui déplaira énormément aux syndicats de police et qui considéreront, ou comme au RN qui veut supprimer le CNC, qui considéreront que ce sont des films, je cite, politiquement orientés. Voilà. Et c'est pas bien apparemment d'avoir des films politiquement orientés. C'est pas bien d'avoir des biais. Et ça, et le film résonne de manière curieuse parce que le film a été tourné il y a 6 mois en fait. Hein, et quand on voit les vidéos de Sainte-Soline, etc. Enfin, je veux dire, notre réel à nous dialogue de manière quand même assez intéressante avec le contenu du film lui-même, quoi. Il n'y a pas de violence policière. Mais il n'y a pas de violence policière, par contre. Donc, Dossier 137 de Dominique Moll, sorti mercredi dernier et encore dans les salles. On va passer pas tout autre chose, hein, parce qu'on va continuer à parler de violence et de coups de tatane dans la gueule. Mais tout de suite, un petit morceau pour se mettre en jambes. En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était Kronstadt avec un extrait de morceau de leur premier album sorti il y a 3-4 ans, NLK, qui veut dire tout simplement nique les keufs. Et le keuf, il en est question. Arrête, également... Laurent Nunez va porter plainte contre nous. C'est pas moi, c'est une citation. Ouais, c'est pas toi, c'est pas toi. Ouais, donc Justice sans sommation, Chichut Straight de Corey Yuen, film de 1990 qui est ressorti il y a quelques semaines, voire mois peut-être, en Blu-ray chez le Chat qui fume, a.k.a. Lethal Lady.
Donc, film de bagarre, d'amour, de romance, de rire, de famille et d'énormes coups de tatane dans la gueule et de gens qui finissent pas très très bien quand même. Empalés. Avec des pieux dans le bide. Alors, fait un film qui entremêle plusieurs intrigues et sous-intrigues, donc comme on disait, familiales, amoureuses, polardeuses, qui vont se réunir ou s'harmoniser plus ou moins harmonieusement au fur et à mesure du film. Thibaut, vous avez été enthousiasmé par ce cocktail d'amour et de violence. Bah, tout à fait. C'est typiquement le genre de production qui me fait kiffer, qui me fait kiffer le cinéma hongkongais, dans le sens où, en fait, globalement, on a tout. On a la puissance du cinéma HK dans ce film-là, mais en plus de ça, il y a quelques pas de côté qui sont pas inintéressants. Est-ce qu'ils sont opportunistes ? Je ne sais pas, Non, c'est pas possible. Pas à Hong Kong. Pas Hong Kong, pas la Golden Harvest. Mais en tout cas, en effet, dans l'émotion, bien entendu, ça en fait des caisses. Dans l'action, bien entendu, ça en fait des caisses. Et à ce titre, il y a 3 scènes que je trouve absolument géniales. La poursuite du début, qui est franchement mortelle, après une espèce de pas de hold-up, mais une prise en otage d'une princesse dans un espèce de défilé de mode qui arrive comme un cheveu sur la soupe, mais ça termine sur un bus, enfin bon bref, avec des cascades mortelles. La scène, bien entendu, de la boîte de nuit, on va dire ça comme ça, avec 2-3 blagues salaces, mais qui se termine avec une espèce de teinture rouge, on va dire ça comme ça, et une scène d'émotion. La scène du resto, l'anniversaire de la matriarche, où on apprend sans trop divulgacher le drame qui va un petit peu, unifier d'un personnage qu'on pensait central et qui meurt, mais violemment. Violence. Bien entendu, la réalisation en fait des caisses, en veux-tu, en voilà, mais tout ça est extrêmement bien tenu. Il y a des ralentis dégueulasses, bien entendu. C'est vrai que les ralentis sont ils ont un peu vieilli. Il y a 2-3 artifices de montage qui sont dignes de iMovie version 1997, mais c'est le film date de 90, mais tout ça est bienvenu parce qu'on passe vraiment un bon moment. 1h35, bien entendu, tout ça est ultra efficace. Mais là où c'est vraiment très intéressant, c'est franchement dans ces pas de côté. Et il me semble qu'il y a 2 pas de côté. Ces 2 pas de côté concernent bien entendu les personnages féminins. Donc Joyce Godenzi et Karina Lowe, qui sont les 2 rôles principaux. Alors, ce qu'il faut bien se rendre compte dans le film-là, c'est que le cast masculin, il est articulé autour de 2 grandes stars du cinéma hongkongais. Il y a Tony Leung et Kai-Fai et Sam Wang. Qui apparaît ici ou là, comme ça, tranquille. Il est producteur, donc il peut se permettre. Parce qu'il tournait avec son copain Corey Yuen. Ouais, voilà. Et puis il était là, la cantine était gratuite. Allez hop, on y va. Et puis il draguait l'actrice principale puisqu'ils se sont mariés 5 ans plus tard. Voilà. Mais c'est ça qu'on aime, c'est les potins. Voilà. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que ces 2 personnages masculins ne sont pas du tout les personnages principaux du film, et le Corey Yuen va plutôt s'attarder sur les relations qu'ont ces femmes avec les hommes et entre elles. Et ce qui est vraiment, je trouve, très, très bien senti, c'est que on n'est pas du tout ici dans une société patriarcale, que ce soit en termes intimes, où t'as Tony Leung qui veut faire des bébés, elle dit patouche, que ce soit dans la sphère professionnelle, bien entendu, et que ce soit dans la sphère, on va dire, la sphère violente, parce que ces femmes-là sont vraiment ultra badass. Et à côté de ça, c'est le 2e pas de côté, je trouve que c'est pas un grand film non plus, mais c'est un film que je trouve extrêmement valable sur l'apprentissage de la sororité et comment ces femmes-là, au travers, bien entendu, parce qu'elles se tirent la bourre quand même au début. Elles se tirent la bourre, mais il y a un événement majeur qui va les réunir. First they meet, then they fight. Mais oui, mais en fait, elles se réunissent et après, elles vont aller casser la gueule à littéralement tout le monde. Je trouve ça extrêmement réjouissant, surtout que, comme je l'ai dit au début, c'est ultra bien tenu, c'est ultra généreux. Bref, on en redemande. Simon, c'est toi qui m'avais recommandé le film sur la foi de quelques séances de pif-paf, tu m'avais dit. Effectivement, une découverte en DVD avec une image dégueulasse, et on peut remercier le Shaki-Fun de cette belle restauration qui quand même nous permet de voir le film dans un meilleur écrin. C'est vrai que la copie est belle.
Donc film effectivement de Corey Yuen, qui est l'un de ces 7 petites fortunes. Les 7 prodiges. De l'Académie d'études du théâtre chinois avec Sammo Hung, avec Jackie Chan, avec Yuen Biao, etc. Mais lui, il a joué aussi, mais il a surtout réalisé et chorégraphié les films. Et c'est son grand talent. Il a un très grand sens du découpage de ses combats, qui sont pas trop découpés. On voit beaucoup les coups avec des personnages en pied, en plan moyen, on les voit de la tête aux pieds et ils sont extrêmement impressionnants. D'ailleurs, Joyce Gotenzi, l'actrice principale, elle n'est pas artiste martiale, elle est Miss Hong Kong, mais elle a été formée par Sammo Hung et d'autres pour être à la hauteur. Elle est impressionnante. Karina Lo, on la reverra plus tard. C'est pas une spécialisée des arts martiaux non plus, mais ça fonctionne très bien. Il y a quelques doublures, mais au Puis il y a la méchante à la fin, la body qui elle qui est une championne effectivement réelle, mais elle est parfois doublée, mais pour autant, généralement, c'est assez impressionnant. Donc c'est extrêmement bien découpé. Peut-être que Corey Yuen n'a jamais eu, ça se voyait aussi dans Le sens du devoir, il en a fait certains, ou Un flic de choc, ce genre de film. Il n'a pas d'envolée à la John Woo, c'est une mise en scène efficace, découpée pour servir l'action. Qui est plus terre à terre que John Woo. C'est très terre à terre, ce qui fait que les chorégraphies décollent pas forcément davantage sur le plan cinématographique, mais c'est quand même un régal pour les yeux vu ce qu'ils se permettent de faire à l'époque en termes de cascade. Il n'y a aucun lyrisme en fait, vraiment dans... Oui, puis tu vois, ça va pas partir dans les trucs fantasques comme les chorégraphies de Sammo Hung où là c'est beaucoup plus impressionnant. Il y a vraiment ou de Shin Soo-tung qui sont très... Oui, ou même en termes de gunfight, on part pas non plus dans une chorégraphie type spectacle. C'est pas tout épreuve. Type opéra. Quoi. On est 90, c'est vraiment l'année charnière. On sent bien que là, ça y est, John Woo est sur The Killer, il va y avoir à toute épreuve. Et là, on sent encore la fin de l'époque 80 où on s'est mis à faire des scènes de combat qui sont pas uniquement basées sur les coups, mais il y a aussi les armes à feu. Et Corey Yuen a toujours été spécialiste de ça, réussir à faire avec des armes à feu ce qu'on a fait beaucoup avec les poings et les épées, ce qui est quand même extrêmement difficile. Donc il y parvient très bien. Et pour autant, c'est pas non plus un cinéaste avec une touche personnelle. Mais il sert le propos principal qui est de voir ces affrontements impressionnants qui véhiculent aussi des tensions humaines. Dramatiques. Et le film est assez prenant sur bien des aspects, parfois soudainement un peu humoristique, c'est assez surprenant. Ils arrivent à tout faire tenir ensemble, c'est ça qui fait le sel de ce genre de cinéma d'exploitation. Docteur. Ouais, moi je suis un petit peu moins enthousiaste quand même parce que pour moi c'est La nuit nous appartient avec des filles et en plus foutraque quand même. C'est quand même un petit peu ça. Et en fait c'est le truc, c'est que comme ça dure une heure comme ça donne envie. Voilà, mais comme ça dure 1h30 et qu'en fait il tape un peu dans tous les coins, du coup moi je trouve qu'il y a des tas d'aspects du film en fait qui sont un petit peu survolés et que moi j'aurais bien aimé voir être un peu plus développé, quoi, ou en tout cas être développé de manière être plus structurant par rapport au film. Donc notamment cette histoire de sororité. Qui réapparaît effectivement dans la scène de mariage au début, qui réapparaît dans la scène du resto, qui je trouve est plutôt pas mal. La scène du resto scène de mélo, je trouve qu'elle est plutôt pas mal, avec une mère qui finit par montrer qu'elle aussi elle est capable de mettre quelques patates si jamais il y a besoin. Après les scènes comiques m'ont moins convaincu parce que là on est dans l'humour cantonais un peu grassouillet, un peu gras du bide. Faut relâcher la tension. Voilà, je trouve que il y en a 2-3 quand même, ça vous parle. Je trouve qu'il y a des petits moments où le rythme retombe un petit peu. Mais ça reste momentané effectivement et assez rapidement on revient sur des basiques, sur des bases tout à fait honorables. Je trouve que c'est quand même du cinéma. Moi je trouve que c'est un peu moins tenu quand même que du Kirkwang ou que du Ringo Lam. Alors ça n'a pas ce sérieux là non plus, c'est pas non plus le projet. Ringo Lam parfois il a fait des trucs plus fantasques. Oui, il a fait des comédies, aussi, c'est vrai. Et effectivement c'est vrai qu'il n'y a pas le côté esthétisant d'un Johnny To, d'un John Woo, voire d'un Choi Ark. Pour moi on n'est pas non plus chez Wong Jing. On n'est pas non plus chez Wong Jing, on est dans une espèce d'entre-deux comme ça. Je trouve entre justement quelque part les grands maîtres et puis Alex Lowe et les tâcherons, quoi. Donc on est mais sans le côté totalement putassier d'un Andrew Lowe par exemple, ou des choses comme ça. Donc c'est un film en fait, film du milieu. Ouais, tu me l'avais un peu survendu. Je te dis, tu me l'avais un peu vendu comme genre, tu vas voir, c'est vraiment une pépite. Alors oui, il y a certains moments que j'ai trouvé vachement bien, la fin dans le bateau, tout ça. Enfin moi j'ai vraiment les scènes d'action, je les ai vraiment trouvées super. La bagarre dans les bois. Mais c'est vrai qu'il y a des moments, où notamment les moments de comédie où je disais bon allez, on enchaîne, et on revient. Mais après c'est typiquement c'est hongkongais. C'est boosté par l'intervention de ce gang de Vietnamiens qui ressortent les artifices de la résistance vietnamienne contre l'américain, mais qui font ça en plein centre de Hong Kong. Mais qui sont complètement, ils sont bien méchants, bien unilatéraux.
mots bien voilà. Oui, ils évoquent beaucoup les gangs du bras armé de la loi, le premier film, et qui était un gang plutôt de Chine continentale, mais ils fonctionnent de la même façon, des têtes brûlées qui font ce qu'ils ont décidé, qui font des... Et qui s'en foutent de tuer des gens. Ah oui, non, mais qui sont d'une complètement. radicalité folle et qui sont comme des chiens dans un jeu de quilles de cette Hong Kong qui essaye d'être quand même bien fidèle à la loi britannique. Et donc du coup ça donne des types qui se font traîner avec des chaînes derrière des motos, enfin des espèces de côtés, voilà, plein de scènes un peu aberrantes. Les guerriers du Bronx, quoi. Tu vois, ouais, et c'est vrai. Il y a un côté un peu série B assumé. Les ralentis un peu crado. Voilà. Bon, c'est vrai que je suis un peu moins fan de ça. Bon, je vais pas bouder mon plaisir non plus. C'est une pièce de plus au puzzle. C'est pas forcément un film que je mettrais dans mon top 10 du polar hongkongais des années 90. Non, parce qu'il y a quand même de la concurrence. Hein. Ouais, voilà, il y a quand même il y en a d'autres. Voilà, moi, je suis plus sur du OCTB, tu vois, sur des machins qui ont vraiment été pour le coup là des films qui m'ont vraiment surpris. Alors peut-être que c'est parce que aussi je suis un peu plus dur à surprendre. C'est un peu 93-94 et il s'est joué quelque chose parce que John Woo a clairement changé. Ouais, il a changé les trucs. Quoi. Donc là, on est en fin d'année 80, c'est pour ça qu'on est encore de quelque chose d'un... Ouais, tu sens que c'est un film de transition en fait, c'est un film entre deux, c'est un film un peu entre deux eaux, voilà, entre plusieurs genres et entre deux eaux. Entre tradition et modernité. Entre tradition et modernité, bien évidemment, de tout temps l'homme a été fasciné par le feu. C'est vrai. Voilà, entre tradition et modernité. Donc Justice sans sommation de Corey Yuen. Par contre, ça porte bien son titre français. Oui. Justice, c'est vraiment la justice, et là pour le coup, c'est sans sommation. Hein. Même le titre anglais, She Shoots Straight, franchement, il est cool. Donc il vient de ressortir en Blu-ray chez Le Chat qui fume. On va passer au coup de cœur. C'est nul. Aucun goût. No taste. Goût de chien. Les coups de cœur carrément fleurés. Alors moi, ça va être voir ou revoir ou revoir ou revoir pour la je sais pas combien de fois. Ça va être Collateral.Michael Mann parce que voilà quoi. Docteur, merci Thibaut. Alors moi ça sera un album de hip-hop que j'ai acquis récemment, qui vient juste de sortir. Du hip-hop de vieux con, donc sans autotune, qui est donc ce duo de Minneapolis qui s'appelle Atmosphere, qui est à la tête du label Rhymesayers Entertainment, qui est un des derniers grands labels de hip-hop un peu à l'ancienne, hip-hop un peu héritier des années 90-2000. Old school dans le rap. Voilà, alors donc voilà, old school, et donc qui est un groupe dont la durabilité n'égale que le sérieux, c'est-à-dire que voilà, c'est des gens qui tracent un sillon, ça fait 25 ans qu'ils tracent le sillon, ils ont sorti 20 albums, c'est toujours un peu la même chose et c'est toujours vachement bien. Seven's Travel, leur grand album. Ça date de quand ça ? Ça date de 97. Seven's Travel, voilà. Mais depuis ils en ont sorti une bonne vingtaine, quoi, avec parfois des bizarreries, des trucs moitié rock, des machins. Ils tentent plein de trucs bizarres. Et là ils sont revenus plutôt visiblement sur une ligne vraiment hip-hop. Et l'album est vraiment très bien. Hip-hop. Très bien. L'album est vraiment très bien. Atmosphère, donc avec l'album Gestures. Ouais, Gestures. Merci Simon. Bien, pour rester dans le genre de la chronique précédente, c'était revoir City on Fire de Ringo Lam, qu'on pourra en principe bientôt revoir en salle en France. Il a été restauré, commence à être édité en Blu-ray, et c'est un film extrêmement impressionnant de Ringo Lam. Et puis dans un tout autre genre... Ça mériterait de faire une spéciale Ringo Lam ici. Ouais. Et dans un tout autre genre, la suite de Voyage en Italie, l'Aventura de Sophie Le Tourneur. J'avais pas ri comme ça depuis longtemps. Et en plus, le dispositif qu'elle déploie, qu'elle avait déjà mis un peu en branle dans le précédent, mais qu'elle déploie ici, produit quelque chose en termes de direction d'acteur que je n'ai jamais vu et qui est très, très surprenant. Donc le film dans lequel elle joue le rôle principal avec Philippe Catherine. Ouais. Et je l'ai vu aussi, j'ai aimé les deux, et j'aime beaucoup Philippe Catherine en tant qu'acteur. Ah, c'est un super comédien. Vraiment, je l'ai découvert dans ces deux films-là. Il est d'une douceur incroyable. Et il a des regards ici qui sont plus ou moins perdus dans le vide, parce qu'en fait je pense qu'ils sont en train de regarder, ils savent qu'ils sont enregistrés, parce qu'il y a tout un dispositif sur on garde des traces de nos voyages pour les refaire plus tard, les refilmer plus tard, mais du coup comme elle montre pas exactement qui regarde quoi, ça crée un flottement étrange. C'est ça, et en même temps tout le monde a des moments où t'es perdu, tu regardes dans le vide, tu sais pas quoi faire. C'est ça, du coup ça croque quelque chose de très juste. Et les dialogues, tous les films de Le Tourneur, et j'avoue ça m'échappe toujours. Je comprends pas. Pourtant j'ai tout vu et je continue à regarder. Mais parce que tu t'ennuies.
Oh, il y a tout, j'aime pas. Quoi. De toute façon, tu n'aimes rien, toi, ça c'est bien connu. Si. Mais t'aimes pas Yorgos Lanthimos, alors que bon... Oui, c'est chiant. C'est pas si mauvais, quand même. Si, c'est pas bien. Margot, merci, Simon. Alors, moi, ce serait un recueil de nouvelles de Tchekhov. Il y a Thomas qui se fout de ma gueule. Je passe pour une grosse bourgeoise. Jean-Pierre Tchekhov. Non, mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre ça? Oui, ça change un petit peu du théâtre, mais ça reste assez intéressant. Oui, théâtre, oui. Et c'est très cynique. Il y a quand même des nouvelles qui sont inégales, comme dans beaucoup de recueils. Mais voilà, moi j'aime bien son humour et ça reste pas mal. Donc la steppe et autres nouvelles. La steppe et autres nouvelles, pardon, j'ai oublié de dire le titre. Merci Margot. Alors moi sinon dans un tout autre jour, ce sera un film d'animation, s'il vous plaît, mais qui n'est pas vraiment fait pour les enfants, qui s'appelle The Plague Dogs de Martin Rosen, réalisé en 1980, sur deux yinches qui s'échappent d'un centre d'expérimentation chelou qu'on fait sur les animaux et qui vont être pourchassés par toute une bande de salopards. C'est terriblement triste, c'est hyper glauque, c'est bien angoissant, c'est pas funky du tout et ça finit très mal. Donc voilà, c'est absolument formidable. Pour Noël, vous savez quoi regarder. Pour regarder avec vos enfants. Donc merci messieurs, merci Margot la mise en onde de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour parler notamment de films noirs. Prochaine émission, prochaine édition. À ciao, bonsoir. Salut. Salut.